29 ans à laver les mêmes chemises. 29 ans à assaisonner le poulet comme il l'aimait. 29 ans à me lever à 5 heures du matin pour préparer le café avant qu'il ne se plaigne du retard. 29 ans à être la femme parfaite, l'épouse dévouée, la mère exemplaire qui n'a jamais rien demandé en retour, à part un peu de reconnaissance, un regard bienveillant. Un mot qui me fasse sentir vue. Et le jour où Armand a gagné au loto, il ne m'a pas prise dans ses bras. Il ne m'a pas souri. Il n'a pas dit que nous pourrions enfin réaliser les rêves que j'avais mis de côté pour lui. Il a pris le téléphone, appelé son avocat et, 3 jours plus tard, a posé les papiers du divorce devant moi, sur la table en chêne où j'avais servi des milliers de repas préparés avec un amour et un dévouement qu'il n'a jamais mérité. J'ai signé sans dire un mot, sans pleurer, sans supplier, parce qu'à ce moment-là, en regardant l'homme que j'avais aimé pendant 3 décennies, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Pour lui, j'avais toujours été jetable. Et l'argent n'a fait qu'acheter ma liberté avant que je n'aie le courage de la chercher moi-même. Je m'appelle Élise Monclar-Aubérive. J'ai 51 ans. Et voici l'histoire de comment un billet gagnant m'a montré que je valais bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. Tout a commencé par un matin de juin 2018, quand la chaleur étouffait déjà Rochebrune-les-Amandiers avant 8 heures. Armand était sorti tôt, comme toujours, pour prendre son café au bar du coin avec ses amis retraités qui passaient leur matinée à se plaindre de la vie tout en jouant aux cartes et en commentant le football. J'étais à la maison, comme toujours, en train de plier les vêtements que j'avais lavés la veille, de ranger les armoires, de planifier le déjeuner. La routine était si automatique que mes pensées vagabondaient vers des endroits lointains pendant que mes mains travaillaient seules, comme si mon corps avait mémorisé chaque mouvement nécessaire pour maintenir cette maison en parfait état de fonctionnement. À cette époque, Armand et moi vivions dans une petite maison en pierre, rue des Glycines, une rue étroite où les bougainvilliers poussaient sauvages sur les murs et où l'odeur de lavande venait des jardins voisins chaque fois que le vent soufflait. C'était une maison modeste, avec 2 petites chambres, une cuisine étriquée où nous tenions à peine tous les deux, et un salon décoré avec des meubles hérités de sa mère quand nous nous étions mariés. Ce n'était pas le foyer de mes rêves, mais c'était notre foyer, construit avec sacrifice et dur labeur au cours de presque 3 décennies de mariage. J'ai rencontré Armand Vauclair quand j'avais 22 ans et lui 25. Je travaillais comme secrétaire dans un petit cabinet comptable à Lyon, où je suis né et où j'ai grandi. Il était représentant commercial, voyageait constamment, avait ce charme facile des hommes qui savent parler et faire des promesses qui brillent comme de l'or faux sous la bonne lumière. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la gare, où il attendait une correspondance et moi je prenais mon café de l'après-midi après le travail. Il a engagé la conversation, fait des blagues, complimenté mes yeux, mon sourire, dit que je semblais quelqu'un de spécial, différente des autres femmes qu'il connaissait. Moi, naïve et amoureuse, j'ai cru chaque mot. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Armand m'a convaincue de quitter Lyon, de quitter mon emploi, ma famille, mes amis, tout ce que je connaissais, pour déménager à Rochebrune-les-Amandiers, où il avait obtenu un meilleur poste dans une entreprise de distribution de vin. Il a promis que ce serait temporaire, que dans quelques années nous retournerions à Lyon, que je pourrais reprendre ma carrière, que nous construirions ensemble la vie de nos rêves. J'ai cru, j'ai tout laissé et je l'ai suivi. Rochebrune-les-Amandiers est une de ces villes que le temps a oubliées. Elle se trouve à 2 heures de route de Montpellier, cachée entre des collines couvertes de vignobles et d'oliviers, où le vent chaud de l'été apporte l'odeur de terre sèche et de romarin sauvage. Les rues sont étroites, pavées de pierres irrégulières qui font du bruit sous les pas. Les maisons sont anciennes, avec des façades en pierre qui deviennent dorées sous le soleil de midi et rosées au crépuscule. La place principale, place de la République, a une fontaine sèche, entourée d'énormes platanes qui donnent de l'ombre aux vieux qui passent leurs après-midi à jouer à la pétanque et à commenter les voisins. Là-bas, je suis devenue une autre personne. Plus Élise Monclar, la jeune secrétaire pleine de projets et d'ambition. Je suis devenue Madame Vauclair, l'épouse dévouée, la femme au foyer parfaite, la femme invisible qui maintenait tout en ordre pendant que son mari vivait sa vie comme si j'étais juste un meuble. Nous avons eu 2 enfants. Thomas est né 1 an après le mariage et Margot 3 ans plus tard.
de beaux enfants, intelligents, pleins d'énergie et de rêves. J'ai consacré ma vie à eux, à m'assurer qu'ils aient tout ce que je n'avais pas pu avoir, qu'ils grandissent heureux et en sécurité. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner avant qu'ils ne partent à l'école. Je les aidais avec leurs devoirs. Je raccommodais leurs uniformes quand ils se déchiraient. Je restais éveillé les nuits où ils avaient de la fièvre. Je planifiais chaque anniversaire avec soin et attention aux détails. Armand travaillait toujours, voyageait toujours, était toujours trop occupé pour participer. Je ne me suis jamais plainte. Je pensais que c'était comme ça que ça devait être, que mon rôle était de m'occuper de la famille pendant qu'il s'occupait du soutien financier. Les années ont passé trop vite. Thomas est parti à Paris étudier l'ingénierie à la Sorbonne. Margot a obtenu une bourse pour étudier la médecine à Toulouse. Soudain, la maison est devenue vide, silencieuse, et j'ai réalisé que je ne savais plus qui j'étais au-delà de mère et d'épouse. J'ai essayé de parler avec Armand, de suggérer que nous fassions des choses ensemble, que nous voyagions, que nous redécouvrions ce qui nous avait unis au début. Il avait toujours une excuse, il était fatigué, il avait des rendez-vous. Les amis l'attendaient au bar, il préférait regarder le football à la télévision. Lentement, sans que je m'en rende compte, nous sommes devenus des étrangers vivant sous le même toit. Il a cessé de me regarder dans les yeux. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il a cessé de me toucher. Je continuais à cuisiner, à nettoyer, à m'occuper de tout, en espérant qu'un jour, il reviendrait me voir, me valoriser, se souvenir pourquoi il m'avait choisi. Ce jour n'est jamais venu. Ce matin de juin, Armand est revenu du bar avec une expression étrange sur le visage. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais quelque chose comme de la satisfaction, comme s'il avait enfin résolu un problème qui le dérangeait depuis des années. Il est entré dans la maison sans dire bonjour, est allé directement dans la chambre et a fermé la porte à clé. J'ai entendu le son de sa voix au téléphone, basse mais animée, riant d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré, un mauvais pressentiment que j'ai essayé d'ignorer. Pendant 3 jours, Armand a été différent, trop animé, mystérieux. Il sortait sans prévenir, rentrait tard, passait des heures au téléphone enfermé dans la chambre. Quand je lui demandais ce qui se passait, il éludait le sujet, disait que ce n'était rien d'important, que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Je connaissais cet homme depuis presque 30 ans. Je savais quand il cachait quelque chose, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait arriver. Le jeudi soir, il m'a demandé de préparer un dîner spécial. J'ai pensé qu'il voulait peut-être célébrer quelque chose, que nous aurions enfin une conversation importante, que peut-être les choses s'amélioreraient entre nous. J'ai passé tout l'après-midi dans la cuisine à préparer du coq au vin, son plat préféré, en utilisant la recette que j'avais apprise de ma grand-mère. J'ai mis la table avec la nappe en lin que nous gardions pour les occasions spéciales, allumé des bougies, choisi une musique douce à jouer en fond. Armand est arrivé ponctuellement à 19h. Il s'est assis à table, a mangé en silence, a complimenté la nourriture de façon mécanique, comme quelqu'un qui s'acquitte d'une obligation sociale. Quand il a terminé, il s'est essuyé la bouche avec la serviette, a bu la dernière gorgée de vin, et puis, sans aucune préparation, sans me regarder, il a sorti une épaisse enveloppe de la poche intérieure de son veston et l'a posée devant moi. J'ai ouvert l'enveloppe avec les mains tremblantes, sans comprendre pourquoi. À l'intérieur, il y avait des documents officiels, timbrés, avec de petites lettres que mes yeux ont mis du temps à déchiffrer. J'ai lu l'entête 1, 2, 3 fois avant que mon cerveau ne traite ce qui était écrit là. Demande de divorce. J'ai regardé Armand, attendant une explication, un signe de doute ou de regret. Il m'a fixé pour la première fois en des mois, et dans ce regard, il n'y avait pas de tristesse, pas de conflit, rien d'autre qu'une décision déjà prise, irrévocable. « Tu sais que j'ai gagné au loto, n'est-ce pas ?» Il a dit cela comme quelqu'un qui commente la météo, désinvolte, indifférent. J'ai gratté un billet mardi. 2,5 millions d'euros. Je peux enfin vivre la vie que j'ai toujours voulu, sans entrave, sans obligation. Tu comprends, non ? Nous ne sommes plus les mêmes. Ça n'a plus de sens de continuer ensemble. Chaque mot est tombé sur moi comme une pierre. Ce n'était pas la nouvelle du prix qui me choquait, mais la séquence des événements. Il avait gagné au loto et, au lieu de célébrer avec moi,
sa première action avait été de demander le divorce, comme si j'étais le seul obstacle entre lui et le bonheur, comme si presque 30 ans de dévouement, de sacrifice et d'amour pouvaient être effacés avec une signature sur un papier. Je suis restée là, assise sur cette chaise où je m'étais assise des milliers de fois, regardant les documents qui transformaient toute ma vie en mensonge. J'ai pensé, crié, pleuré, supplié qu'il reconsidère. Mais quand j'ai ouvert la bouche, ce qui est sorti n'était qu'un murmure fatigué. « Où est-ce que je signe ?» Armand a semblé surpris par mon calme. Il s'attendait peut-être à du drame, à des larmes, à des supplications. Il a pointé les lignes marquées de petits X rouges. J'ai signé chacune d'elles d'une main ferme, sans hésiter, sentant quelque chose d'étrange grandir en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose proche de la clarté, comme si un épais brouillard qui couvrait ma vision depuis des années se dissipait enfin. Voilà. Il a pris les papiers, les a soigneusement pliés et les a remis dans l'enveloppe. Mon avocat s'occupera de tout. Tu peux rester dans la maison encore 3 mois, le temps que tu règles ta situation. Après ça, je vais vendre. Quant à l'argent du prix, pas besoin de t'inquiéter. Tout est à mon nom, gagné avant que le processus de divorce ne soit finalisé. Tu n'as droit à rien. Je me suis levée de table sans répondre. Je suis allée dans la chambre. J'ai fermé la porte à clé et je me suis assise sur le lit que j'avais partagé avec cet homme pendant presque 3 décennies. Le silence était absolu. Dehors, Rochebrune les amandiers dormaient sous le ciel étoilé, indifférente à l'effondrement de ma vie. Et moi, Élise Monclar-Aubérive, j'ai enfin compris que j'avais passé les meilleures années de mon existence à construire un foyer avec un homme qui ne m'avait jamais vue comme une partenaire, juste comme une domestique pratique. Et peut-être que vous, qui m'écoutez maintenant, avez déjà ressenti ça aussi. Cette sensation d'avoir tout donné et de n'avoir reçu que de l'indifférence en retour. Si vous me suivez jusqu'ici, si mon histoire touche quelque chose en vous, laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule, que d'autres femmes ont aussi compris, trop tard, que le dévouement n'achète pas l'amour. Et si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui s'est passé après ce dîner a changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Dans les jours qui ont suivi, Armand n'est presque plus apparu à la maison. Quand il apparaissait, c'était seulement pour prendre des vêtements, des documents, des objets personnels. Il évitait mon regard, ne parlait que le nécessaire, se comportait comme si j'étais déjà un fantôme, un souvenir gênant du passé qu'il effaçait avec enthousiasme. Je continuais à cuisiner, à nettoyer, à maintenir la routine parce que je ne savais rien faire d'autre. Mon corps exécutait les mouvements automatiquement pendant que mon esprit essayait de traiter ce qui se passait. Thomas a appelé un jeudi soir. « Élise, maman, qu'est-ce qui se passe ? Papa m'a appelé en disant que vous divorcez. C'est vrai ?» Sa voix était pleine de confusion, d'incrédulité. Je voulais le protéger, dire que tout allait bien, mais les mots sont sortis bruts, honnêtes. « Oui, Thomas. C'est vrai, ton père a gagné au loto et a décidé qu'il ne voulait plus être marié avec moi. » Silence de l'autre côté de la ligne. Puis, la voix de Thomas est revenue, différente, trop contrôlée. « Il a gagné au loto. Combien ? 2,5 millions d'euros. » J'ai répondu avec un calme qui m'a surprise, et il a demandé le divorce le lendemain. Il a dit que l'argent est à lui, que je n'ai droit à rien parce qu'il a gagné avant que le processus ne soit finalisé. C'est ridicule, maman. Vous êtes mariée depuis presque 30 ans. Tu as des droits. Tu dois engager un avocat, te battre pour ce qui est à toi. Tu ne peux pas simplement accepter ça. Je ne veux pas me battre, Thomas. Je suis fatiguée. Je veux juste que ça se termine rapidement. J'ai appelé Margot le lendemain. Elle a pleuré au téléphone, a dit qu'elle ne pouvait pas croire que son père puisse faire quelque chose comme ça, que c'était lâche, égoïste, cruel. Elle a offert de l'argent, du soutien, une place pour rester à Toulouse. J'ai remercié, promis que j'irais bien, qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Mais au fond, je ne savais pas si j'irais bien. Je ne savais pas si je pourrais reconstruire quoi que ce soit de ce qui restait de ma vie. Les 3 mois sont passés dans un brouillard de paperasse, de réunions avec des avocats,
de regards curieux et de ragots chuchotés dans les rues de Rochebrune-les-Amandiers. Tout le monde savait. Dans une petite ville, les secrets n'existent pas. Les voisines me regardaient avec une pitié mal dissimulée. Les hommes au bar faisaient des blagues sur Armand, qui se débarrassait enfin de son boulet. J'entendais tout en silence, gardant chaque mot comme une petite dague qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Armand avait déjà loué un appartement au centre de Castel-Roussillon, une ville plus grande à 40 minutes de distance. J'ai entendu dire qu'il avait acheté une nouvelle voiture, une BMW noire rutilante, qu'il fréquentait des restaurants chers, qu'il sortait avec des femmes plus jeunes, qu'il disait à ses amis qu'il vivait enfin, que j'avais été un poids mort pendant des années, qu'il pouvait maintenant faire ce qu'il voulait, sans avoir à rendre de compte à personne. Chaque information me parvenait à travers des regards compatissants et des demi-mots. J'absorbais tout sans réagir, sans montrer à quel point ça faisait mal. Parce que montrer de la douleur aurait été lui donner du pouvoir sur moi, et j'avais déjà décidé que je ne donnerais plus rien à Armand Vauclair. Le dernier jour des 3 mois, j'ai rangé mes affaires dans 2 vieilles valises et 3 cartons. Des vêtements, quelques livres, des photos des enfants, de petits objets qui portaient des souvenirs que je n'étais pas prête à jeter. J'ai regardé autour de la maison qui avait été mon foyer pendant tant d'années, et j'ai ressenti rien. Ni tristesse, ni colère, ni nostalgie. Juste un vide immense, comme si cet endroit n'avait jamais vraiment été à moi. Juste un décor temporaire où j'avais joué un rôle que personne n'avait applaudi. J'ai fermé la porte pour la dernière fois sans regarder en arrière. J'ai mis les valises dans le coffre de ma Peugeot 206 rouillée, le seul bien qui me restait après le divorce. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit hors de Rochebrune-les-Amandiers pendant que le soleil se levait sur les collines, peignant le ciel de tons orangés et roses qui semblaient se moquer de ma désolation. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de plan, pas de destination. J'ai juste conduit sur la route nationale, mettant des kilomètres et des kilomètres de distance entre moi et le passé qui m'avait consumé pendant presque 3 décennies. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose comme de la liberté grandir dans ma poitrine, mélangée à de la peur, de l'incertitude et une question qui résonnait dans mon esprit sans réponse. Qui suis-je maintenant? Sans être épouse, sans être femme au foyer, sans être la femme que tout le monde attendait que je sois? J'ai roulé pendant 3 heures avant de m'arrêter. Mes mains tremblaient sur le volant, mes yeux brûlaient de fatigue et de larmes non versées. J'ai garé la voiture sur le bord d'une petite route départementale, entourée de champs de tournesol qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, leurs têtes géantes tournées vers le soleil comme des adorateurs silencieux. Le silence était absolu. Pas de voiture, pas de voix, pas de bruit de fond familier de la vie que j'avais quittée. Juste le bourdonnement lointain des insectes et le bruissement du vent dans les feuilles. Je suis descendue de la voiture, j'ai marché jusqu'au milieu du champ et je me suis effondrée. Pas de sanglots, pas de cris dramatiques. Juste un effondrement silencieux, comme un bâtiment ancien dont les fondations cèdent enfin après des années à supporter un poids trop lourd. Je me suis assise là, dans la terre sèche, entourée de tournesols géants qui me regardaient avec leurs visages jaunes et indifférents, et j'ai laissé le vide me remplir complètement. Combien de temps suis-je restée ainsi? 1 heure? 2? Le temps n'avait plus d'importance. Tout ce que je savais, c'est que j'avais 51 ans, aucun emploi, presque pas d'argent, nulle part où aller, et personne qui m'attendait. Mes enfants avaient leur propre vie. Mes parents étaient décédés depuis longtemps. Les amis que j'avais eus à Lyon s'étaient éloignés après mon déménagement. Et à Rochebrune-les-Amandiers, je n'avais jamais eu de vrais amis, juste des connaissances superficielles qui échangèrent des banalités sur le marché. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Thomas. « Maman, où es-tu? Papa dit que tu as quitté la maison. Tu vas bien? Appelle-moi s'il te plaît. » Je fixai l'écran sans répondre. Comment expliquer à mon fils que je ne savais pas où j'étais, ni où j'allais? Que sa mère, celle qui avait toujours été forte, organisée, capable de résoudre tous les problèmes, était maintenant une femme perdue au milieu d'un champ de tournesol, incapable même de savoir quel serait son prochain pas? J'ai fini par me relever
épousseter la terre de mes vêtements et retourner à la voiture. J'ai sorti mon téléphone et cherché sur Google les villes à proximité. J'avais besoin d'un endroit où personne ne me connaissait, où je pourrais recommencer sans le poids du passé sur mes épaules. Mon regard s'est arrêté sur un nom, Val-Croze du Sud. Une petite ville à 80 km au nord, ni trop grande ni trop petite. Parfaite pour disparaître. J'y suis arrivé en fin d'après-midi. Val-Croze du Sud ressemblait à 1000 autres villes du sud de la France. Rues étroites pavées de galets, maisons en pierre aux volets colorés, une petite place centrale avec une fontaine et quelques cafés où les anciens passaient leur journée à jouer aux cartes et à commenter les passants. L'air sentait le romarin et le pain frais. Le soleil déclinant baignait tout d'une lumière dorée qui aurait été belle si je n'avais pas été aussi épuisé, aussi vidé. J'ai trouvé un petit hôtel modeste près de la gare, l'hôtel des voyageurs, avec une façade jaune délavée et des volets verts écaillés. La réceptionniste, une femme dans la soixantaine avec des lunettes épaisses et un sourire chaleureux, m'a accueilli sans poser de questions. Chambre 12, 2e étage, 40 € la nuit, petit déjeuner inclus. La chambre était minuscule mais propre. Un lit simple avec une couverture en chenille bleue, une petite table avec une chaise bancale, une armoire en bois foncé qui sentait la naphtaline. La fenêtre donnait sur une ruelle calme où des chats errants se promenaient entre les poubelles. J'ai posé mes valises par terre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. C'était là mon nouveau chez-moi. Cette chambre d'hôtel minable, avec ses murs jaunis par la fumée de cigarettes anciennes et son lavabo fissuré dans le coin. Mon royaume, après 29 ans de mariage. J'ai vécu dans cette chambre pendant 3 semaines. Chaque matin, je descendais prendre le petit déjeuner dans la salle commune, un espace étroit avec 4 tables bancales où d'autres voyageurs solitaires mangeaient en silence, perdus dans leurs propres pensées. La réceptionniste, qui s'appelait Simone, finit par engager la conversation. Elle remarqua que je restais longtemps, demanda si tout allait bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je répondais vaguement, évasif, mais son regard compréhensif me disait qu'elle savait reconnaître une femme en fuite quand elle en voyait une. Un matin, en feuilletant le journal local au café de la place, je vis une annonce. Cherche vendeuse pour boulangerie-pâtisserie. Expérience non requise, se présenter à la Mi-Dorée, 15 rue du Commerce. J'ai regardé l'annonce longuement, me demandant si j'avais le courage de postuler, si quelqu'un voudrait embaucher une femme de 51 ans sans expérience professionnelle récente, sans référence, avec un grand trou dans son CV et une vie en ruine. Mais qu'avais-je à perdre? Je me suis présentée à la Mi-Dorée l'après-midi même. La boulangerie était petite mais charmante, avec une façade blanche ornée d'un auvent rayé bleu et blanc, et une vitrine remplie de baguettes croustillantes, de croissants dorés, de tartes aux fruits colorés qui sentaient le beurre et la vanille. Une clochette tinta quand j'ai poussé la porte. Derrière le comptoir se tenait une femme dans la cinquantaine, avec des cheveux gris courts et des yeux vifs qui m'ont évalué en 1 seconde. « Vous êtes là pour l'annonce ?» demanda-t-elle sans préambule. « Oui, » répondis-je, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Elle s'appelait Françoise Beaumont, propriétaire de la Mi-Dorée depuis 15 ans après avoir repris l'affaire de ses parents. Elle m'a posé peu de questions, m'a simplement regardé dans les yeux comme si elle cherchait quelque chose au-delà des mots. Puis elle a dit « Vous commencez demain matin, 6 heures. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est honnête. Si vous travaillez bien, on s'entendra. » C'est ainsi que j'ai commencé ma nouvelle vie à Val-Croze du Sud. Les premiers jours furent épuisants. Debout à 5 heures du matin, je marchais dans les rues encore sombres jusqu'à la boulangerie où Françoise et son mari René préparaient déjà la première fournée. L'odeur du pain frais était enivrante, réconfortante d'une manière que je n'aurais pas su expliquer. Je servais les clients, emballais les pains, nettoyais le comptoir, apprenais les noms des pâtisseries, mémorisais les préférences des habitués qui venaient chaque matin chercher leurs baguettes tradition et leurs croissants au beurre. Au début, les gens me regardaient avec curiosité. Une nouvelle tête dans une petite ville provoque toujours des questions. Qui étais-je? D'où venais-je? Pourquoi m'étais-je installée à Val-Croze du Sud? Je répondais vaguement, évasivement,
gardant mon histoire pour moi. Françoise respectait mon silence. Elle comprenait qu'on ne pose pas certaines questions, qu'on laisse les gens guérir à leur propre rythme. Avec mon premier salaire, j'ai loué un petit studio au-dessus d'une mercerie fermée, rue Sainte-Catherine. 30 mètres carrés avec une kitchenette, une salle de bain minuscule et une fenêtre qui donnait sur les toits de tuiles rouges de la ville. C'était petit, c'était modeste, mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui m'appartenait vraiment, que personne ne pouvait me prendre. J'ai meublé le studio avec des objets de seconde main trouvés au marché aux puces. Un canapé-lit défraîchi mais confortable, une petite table avec 2 chaises dépareillées, une lampe en laiton cabossé qui donnait une lumière douce et chaleureuse le soir. J'ai accroché au mur quelques reproductions de peintures impressionnistes trouvées dans un vide-grenier. Monet, Renoir, Pissarro. Des scènes de jardin, de rivières, de lumière douce filtrant à travers les arbres, des images de beauté simple qui me rappelaient que le monde pouvait encore être beau, même quand tout semblait gris. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne arriva, peignant Val-Croze du sud de tons ocre et doré. Les feuilles tombaient des platanes de la place centrale, formant des tapis craquants sous les pas. Les matins devinrent plus frais, exigeant des pulls en laine et des écharpes. La boulangerie prospérait. Françoise commença à me faire confiance avec des tâches plus importantes. Gérer la caisse, commander les fournitures, même préparer certaines pâtisseries simples sous sa supervision. Lentement, douloureusement, je commençais à me reconstruire. Pas comme j'étais avant, mais comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un que je ne connaissais pas encore vraiment. Je commençais à prendre des cours de yoga dans une petite salle communale le mardi soir. À fréquenter un club de lecture qui se réunissait le jeudi dans la bibliothèque municipale. À marcher seul dans la campagne environnante le dimanche après-midi, découvrant des chemins bordés de vignes et d'oliviers, des points de vue sur les collines qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Je parlais parfois avec Thomas et Margot au téléphone. Ils s'inquiétaient pour moi, voulaient venir me voir, me proposaient constamment de l'aide financière. Je refusais poliment, leur assurais que j'allais bien, que j'avais trouvé un travail, un logement, une nouvelle routine. Ils me parlaient rarement de leur père. Quand ils le faisaient, c'était avec une distance prudente, comme s'ils marchaient sur des œufs. Armand vivait sa grande vie à Castelroussillon. J'entendais des bribes d'informations par Thomas, qui était encore en contact avec lui malgré tout. Il avait acheté un appartement luxueux dans le centre-ville. Il sortait tous les soirs, fréquentait des clubs privés, voyageait à l'étranger. Il avait eu une petite amie pendant quelques mois, une femme de 35 ans qui travaillait dans une galerie d'art. Ça n'avait pas duré. Il en avait eu d'autres après. Aucune ne restait longtemps. Je n'éprouvais rien en entendant ces nouvelles, ni jalousie, ni satisfaction, ni curiosité. Armand Vauclair était devenu un étranger dont la vie ne me concernait plus. J'avais tourné la page, même si le livre entier restait taché par les années perdues. Un soir de novembre, alors que je rentrais du travail sous une pluie fine qui rendait les pavés glissants et brillants, je croisai Simone, l'ancienne réceptionniste de l'hôtel des voyageurs, dans la rue. Elle marchait lentement, s'appuyant sur une canne, emmitouflée dans un manteau bordeaux trop grand pour elle. « Élise !» m'appela-t-elle avec un sourire chaleureux. « Comment allez-vous ? Je vous vois passer devant l'hôtel tous les jours, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. » Nous avons pris un café ensemble dans un bistrot proche, assis près de la fenêtre embuée qui donnait sur la place déserte. Simone me parla de sa vie, de son mari décédé 10 ans plus tôt, de ses enfants installés à Paris qui ne venaient en la voir qu'à Noël, de sa solitude qui pesait parfois lourd, mais qu'elle avait appris à apprivoiser. Je lui parlais un peu de moi, prudemment, sans entrer dans les détails douloureux. Elle écouta sans juger, hochant la tête avec compréhension. « Vous savez, » dit-elle en remuant son café, « j'ai vu beaucoup de gens passer par cet hôtel au fil des années. Des gens en transit, en fuite, en reconstruction. Quand vous êtes arrivé cet été, j'ai su immédiatement que vous étiez quelqu'un qui recommençait. On le voit dans les yeux, cette espèce de vide mêlé de détermination. Vous vous en sortez bien, Élise, mieux que beaucoup d'autres. » Ces mots me touchèrent profondément. Je n'avais pas réalisé que ma reconstruction était visible de l'extérieur. Je pensais porter ma douleur comme un secret bien gardé,
Mais peut-être que ceux qui ont eux-mêmes souffert reconnaissent les signes chez les autres. L'hiver arriva. Valcroze du Sud se couvrit de givre les matins les plus froids. La boulangerie devint un refuge chaleureux, où les habitants venaient non seulement pour le pain, mais aussi pour quelques minutes de conversation réconfortante. Françoise installa un petit poêle à bois dans un coin, et l'odeur du feu de bois se mêlait à celle du pain et des croissants, créant une atmosphère cocooning qui attirait les solitaires et les frileux. C'est pendant cette période que je devins vraiment partie intégrante de la communauté. Les habitués m'appelaient par mon prénom, me demandaient des nouvelles, partageaient avec moi leurs petites joies et leurs petits soucis. Madame Bertrand, la vieille institutrice retraitée, me racontait ses souvenirs d'enseignement. Monsieur Dupont, le facteur, me faisait rire avec ses anecdotes sur les gens du quartier. Léa, l'étudiante en philosophie qui vivait en colocation près de la gare, venait chaque matin chercher une chocolatine et restait bavarder pendant 10 minutes, me parlant de Sartre, Camus, Beauvoir, me prêtant des livres qu'elle pensait que j'aimerais. Je lisais énormément pendant mes soirées solitaires dans mon studio. Des romans, des essais, des poèmes. Tout ce que je n'avais jamais eu le temps de lire pendant mes années de mariage, quand mes soirées étaient consumées par les tâches ménagères et les responsabilités familiales. Je découvris des auteurs qui parlaient de renaissance, de résilience, de femmes qui s'étaient relevées après avoir été brisées. Leurs mots résonnaient en moi comme des échos de ma propre expérience. Un dimanche après-midi de décembre, alors que je marchais seule sur un sentier qui longeait la rivière en contrebas de la ville, mon téléphone sonna. C'était Thomas. « Maman, il faut que je te parle de quelque chose. » Sa voix était tendue, hésitante. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« C'est à propos de papa. Les choses ne vont pas bien pour lui. Mon cœur se serra malgré moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? » Thomas soupira longuement. Il a dilapidé presque tout l'argent du loto. Les investissements stupides, les sorties constantes, les cadeaux ridicules pour impressionner des gens qui n'en avaient rien à faire. Il a acheté une voiture de sport qu'il a accidentée 3 mois plus tard. Il a investi dans une affaire qui s'est avérée être une arnaque. Il a prêté de l'argent à des soi-disant amis qui ne l'ont jamais remboursé. Et maintenant ? Il est presque ruiné. Il a dû vendre son appartement, sa voiture. Il est retourné vivre à Rochebrune-les-Amandiers dans une location minuscule. Il a même essayé de me demander de l'argent, à moi et à Margot. Évidemment, nous avons refusé. Je m'arrêtais au milieu du sentier, essayant de traiter cette information. Armand, l'homme qui m'avait quitté avec tant de certitude, convaincu que l'argent lui apporterait le bonheur et la liberté, était maintenant ruiné. Il y avait quelque chose de terriblement ironique, presque poétique, dans cette chute. « Et pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je doucement. « Parce qu'il essaie de te contacter, maman. Il m'a demandé ton numéro, ton adresse. Il dit qu'il veut te parler, qu'il a des choses importantes à te dire. Je lui ai dit que je ne te donnerai rien sans ta permission. Donc je te le demande. Veux-tu qu'il sache où tu es ?» La réponse vint sans hésitation. « Non ? Tu es sûre ? » Absolument certaine. Je n'ai rien à lui dire, Thomas, et je ne veux rien entendre de lui. Cette partie de ma vie est terminée. Il y eut un silence, puis Thomas dit doucement « Je comprends, maman, je te soutiens, je ne lui dirai rien. » Après avoir raccroché, je restai longtemps assise sur un rocher au bord de la rivière, regardant l'eau couler entre les pierres mousseuses. Armand voulait me parler. Pourquoi ? Pour s'excuser ? Pour demander de l'aide ? Pour essayer de réparer ce qu'il avait brisé ? Peu importait. Il avait fait son choix. Il avait choisi l'argent plutôt que moi, la liberté plutôt que notre mariage, sa propre satisfaction plutôt que presque 30 ans de vie commune. Maintenant, il devait vivre avec les conséquences. Et moi aussi, je vivais avec les miennes. Mais contrairement à lui, mes conséquences m'avaient mené vers quelque chose de meilleur. Même si c'était petit, modeste, imparfait. J'avais un travail que j'aimais, un toit au-dessus de ma tête, des gens qui me respectaient, une vie qui m'appartenait. Ce n'était pas grand-chose comparé à ce que j'avais imaginé pour ma vieillesse quand j'étais jeune et pleine d'espoir, mais c'était authentique, c'était mien, et personne ne pouvait me le prendre. Les mois continuèrent leur course inexorable. L'hiver céda la place au printemps.
Les amandiers fleurirent, couvrant les collines de nuages blancs et roses. Les marchés se remplirent de fraises, d'asperges, de fleurs fraîches qui embaumèrent l'air. La vie à Valcroze du Sud suivait son rythme tranquille, réconfortant dans sa prévisibilité. Et puis, un matin d'avril, alors que je préparais la caisse avant l'ouverture de la boulangerie, mon téléphone vibra, un numéro inconnu. J'hésitais avant de répondre. « Allô ?» Silence, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis presque 2 ans. Une voix éraillée, fatiguée, vidée de toute l'arrogance qu'elle portait autrefois. « Élise, c'est moi, Armand. » Mon sang se glaça. Ma main trembla si fort que je dus m'appuyer contre le comptoir pour ne pas lâcher le téléphone. Comment avait-il eu mon numéro? Thomas avait promis de ne rien lui dire. Margot non plus ne l'aurait pas trahi. Alors comment? Comment as-tu eu ce numéro? Demandai-je, ma voix étrangement calme malgré le chaos qui explosait dans ma poitrine. Peu importe, répondit-il avec un soupir épuisé. J'ai mes moyens. Écoute, Élise, j'ai besoin de te parler. C'est important. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît. Le mot sortit comme une supplication, et c'était si inhabituel venant de lui que je restais silencieuse malgré moi. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Mais j'ai vraiment besoin de te parler. Juste une conversation, 15 minutes, c'est tout ce que je demande. Non, Élise, non, Armand. Tu as fait ton choix il y a 2 ans. Tu as gagné ton argent et tu as décidé que je n'en faisais pas partie. Tu m'as jeté comme un meuble encombrant. Maintenant, c'est terminé. Je ne veux pas te parler, je ne veux pas te voir, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu ne comprends pas. Les choses ont changé. J'ai fait des erreurs. Des erreurs? Je ne pus m'empêcher de rire, un rire amer qui me surprit moi-même. Tu appelles ça des erreurs? Demander le divorce le jour où tu as gagné à la loterie? Me jeter dehors après 29 ans de mariage? Raconter à tout le monde que j'étais un poids mort? Ce ne sont pas des erreurs, Armand. C'est qui tu es vraiment. Silence de l'autre côté de la ligne. Puis, d'une voix presque inaudible. Je sais, tu as raison, mais j'ai tout perdu, Élise. L'argent est parti, les amis sont partis, tout ce que j'avais, c'est fini. Et maintenant je me retrouve seule, dans un appartement minable, avec rien ni personne. Et je n'arrête pas de penser à toi, à ce que j'ai détruit, à ce que nous aurions pu avoir si je n'avais pas été si stupide, si aveugle. Stop. Ma voix claqua comme un fouet. Ne fais pas ça. Ne viens pas me chercher maintenant que tout s'est effondré pour toi. Tu ne me voulais pas quand tu avais l'argent, quand tu avais la liberté que tu désirais tant. Tu ne me cherches que parce que tu es désespéré, seul, et que tu penses que je vais te sauver comme je l'ai toujours fait. Eh bien non, Armand, plus jamais. Élise, s'il te plaît. Je raccrochais. Mes mains tremblaient si violemment que le téléphone glissa et tomba sur le sol carrelé avec un bruit sec. Françoise sortit de l'arrière-boutique, alarmée par le bruit. « Élise, tout va bien ?»« Oui, mentis-je en ramassant le téléphone. Tout va bien. Juste un appel inattendu. » Elle me regarda avec ce regard perçant qui voyait trop, mais ne posa pas de questions. Elle posa simplement sa main sur mon épaule, une pression brève mais réconfortante, puis retourna à ses fournées. Toute la journée, je fus distraite. Je me trompais en rendant la monnaie, j'oubliais les commandes, je laissais tomber un plateau de croissants. Les clients me regardaient avec inquiétude, me demandaient si j'étais malade. Je souriais, m'excusais, prétendais que je n'avais juste pas bien dormi. Mais dans ma tête, la voix d'Armand résonnait en boucle. Cette voix brisée, suppliante, si différente de l'homme arrogant qui m'avait jeté les papiers du divorce au visage. Qu'était-il arrivé à cet homme qui se croyait invincible avec ses 2,5 millions d'euros? Comment avait-il tout perdu si rapidement? Le soir, dans mon studio, je m'assis près de la fenêtre avec une tasse de thé que je ne bus pas, regardant les toits de Valcroze du Sud baignés par la lumière orange du couchant. Mon téléphone vibra encore, le même numéro inconnu. J'ignorais l'appel. Il vibra à nouveau. Et encore. Et encore. Je finis par bloquer le numéro. Mais Armand ne s'arrêta pas là. Les appels continuèrent de différents numéros. Des messages vocaux que je supprimais sans les écouter. Des SMS que je bloquais immédiatement.
Il était devenu obsédé, désespéré, refusant d'accepter que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Une semaine passa, puis 2. Les appels diminuèrent progressivement. Je commençais à penser qu'il avait enfin compris, qu'il m'avait laissé tranquille. Je respirais un peu plus facilement, retrouvais mon rythme quotidien, ma paix durement gagnée. Puis, un samedi matin, alors que je rangeais les dernières baguettes dans le présentoir, la clochette de la boulangerie tinta. Je levai les yeux, le sourire automatique de bienvenue sur les lèvres, et je le vis. Armand Vauclair, debout dans l'encadrement de la porte, avait terriblement vieilli. Ses cheveux étaient assez presque entièrement gris, mal coupés, gras. Son visage s'était affaissé, creusé de rides profondes que je ne me souvenais pas avoir vues auparavant. Ses vêtements, autrefois toujours impeccables, étaient froissés, tachés, trop grands pour son corps amaigri. Ses yeux, ceux qui m'avaient regardé avec tant d'indifférence le jour du divorce, étaient maintenant injectés de sang, cernés, remplis d'une détresse palpable. Il me regarda comme si j'étais une apparition, un mirage dans le désert de sa vie dévastée. « Élise », murmura-t-il. Le temps s'arrêta. Tout dans la boulangerie sembla se figer. Les clients qui attendaient leur tour, Françoise qui sortait une fournée du four dans l'arrière-boutique, le bourdonnement de la radio qui diffusait une chanson quelconque. Il n'y avait que nous deux, séparés par quelques mètres et 2 années de silence et de destruction. Je trouvais ma voix froide, contrôlée. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je devais te voir, te parler. Tu ne répondais pas à mes appels, alors je... Alors tu as décidé de traquer mon lieu de travail ? » Ma voix monta légèrement, attirant l'attention des clients. « Tu n'as pas le droit d'être ici, Armand. Pars, maintenant. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Après, je partirai et je ne te dérangerai plus jamais. Je te le promets. » Françoise sortit de l'arrière-boutique, évaluant immédiatement la situation. Elle s'approcha de moi, se plaçant légèrement devant comme pour me protéger. « Il y a un problème, Élise ? » ?»« Non, » répondis-je en gardant les yeux fixés sur Armand. Monsieur partait justement. Mais Armand ne bougea pas. Il me regardait avec cette intensité désespérée qui me mettait profondément mal à l'aise. « Je t'en supplie, juste 5 minutes, dehors. »« Si tu préfères, mais laisse-moi te parler. » Une partie de moi voulait appeler la police, le faire expulser, l'humilier comme il m'avait humilié. Mais une autre partie, cette partie qui avait été conditionnée pendant 29 ans à céder, à accommoder, à maintenir la paix, hésitait. « Françoise, dis-je finalement, je peux prendre ma pause maintenant ?» Elle me regarda avec inquiétude. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, 5 minutes, pas plus. » Je sortis de derrière le comptoir, enlevai mon tablier et marchai vers la porte sans regarder Armand. Il me suivit dehors comme un chien battu qui craint d'être repoussé à nouveau. Nous marchâmes en silence jusqu'à un petit jardin public à quelques rues de là, un espace tranquille avec des bancs sous des tilleuls et une fontaine où les pigeons venaient se boire. Je m'assis sur un banc, laissant un espace significatif entre nous. Armand resta debout, comme s'il n'osait pas s'imposer davantage. « Parle, » dis-je sèchement. « Tu as 5 minutes. » Il prit une grande inspiration, cherchant ses mots. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que je veux dire semble inadéquat, insuffisant. Alors ne dis rien, retourne à Rochebrune et oublie que tu m'as trouvé. Je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je n'arrête pas de penser à toi, à ce que j'ai fait, à quel point j'ai été stupide, aveugle, cruel, l'argent. Je pensais que l'argent me rendrait heureux, que je pourrais enfin vivre la vie que je voulais, libre, sans responsabilité, sans toi pour me rappeler tout ce que je n'avais pas accompli. Sans moi pour te rappeler que tu étais un homme médiocre qui n'avait rien à offrir à part des excuses et de l'amertume. Il tressaillit comme si je l'avais giflé. Oui, c'est exactement ça. Tu représentais tout ce que je détestais dans ma vie. Le quotidien ennuyeux, la routine, la médiocrité. Je pensais qu'en me débarrassant de toi, je me débarrasserais de tout ça. Mais j'avais tort. Le problème, ce n'était pas toi. C'était moi. Ça a toujours été moi. Et il t'a fallu perdre 2 millions d'euros pour comprendre ça ? Il eut un rire amer. J'ai perdu bien plus que ça. J'ai perdu le respect de mes enfants.
j'ai découvert que tous mes soi-disant amis n'étaient là que pour l'argent. J'ai été escroquée par des gens en qui je faisais confiance. J'ai fait des investissements idiots parce que je voulais impressionner des étrangers qui se moquaient de moi dans mon dos. Et maintenant, je me retrouve seule, ruinée, dans un appartement miteux, sans personne qui se soucie de savoir si je vis ou si je meurs. Et tu penses que je devrais avoir pitié de toi? Je le regardais droit dans les yeux. Tu penses que je vais t'accueillir à bras ouverts parce que tu t'es finalement rendu compte que tu avais tout gâché? Armand, tu m'as jeté comme une ordure. Tu m'as humilié devant toute la ville. Tu as dit à nos enfants que j'étais un fardeau dont tu étais enfin libéré. Et maintenant que tout s'est effondré pour toi, tu viens me chercher comme si j'étais ta solution de secours? Non, je ne viens pas chercher quoi que ce soit. Je veux juste m'excuser, te dire que j'ai eu tort, que tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné, que si je pouvais revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. C'est terminé, Armand. Ce qui était entre nous est mort le jour où tu as poussé ces papiers sur la table. Tu ne peux pas ressusciter quelque chose que tu as toi-même tué. Les larmes coulèrent sur ses joues creusées. C'était la première fois que je le voyais pleurer. En 29 ans de mariage, même aux funérailles de sa mère, même quand son frère est mort dans un accident de voiture, je ne l'avais jamais vu verser une seule larme. Et maintenant, il pleurait devant moi comme un enfant brisé. « Je sais », murmura-t-il, « je sais que c'est fini. Je ne suis pas venu ici pour te reconquérir. Je sais que c'est impossible. Je voulais juste te voir, m'assurer que tu allais bien, et te dire que je suis désolé, vraiment désolé. » Je le regardais longtemps. Cet homme qui avait été mon mari pendant presque 3 décennies, qui avait partagé mon lit, mangé à ma table, était le père de mes enfants. Et je ne ressentis rien, ni haine, ni pitié, ni tristesse. Juste une sorte de détachement froid, comme si je regardais un étranger dont l'histoire triste ne me concernait pas. « Tes excuses ne changent rien, » dis-je finalement. « Elles n'effacent pas la douleur. Elles ne me rendent pas les années perdues. Elles ne réparent pas la confiance brisée. Elles sont juste des mots, Armand. Des mots vides qui arrivent trop tard. Je sais, mais je devais les dire quand même. » Nous restâmes silencieux un moment, le bruit de la fontaine et le chant des oiseaux remplissant l'espace entre nous. Puis je me levai. « Mes 5 minutes sont terminées. Ne me contacte plus jamais. Ne viens plus me chercher. Laisse-moi vivre ma vie en paix. C'est la seule chose que tu peux encore faire pour moi. » Il hocha la tête, vaincu. « D'accord, je te le promets. » Je me retournai pour partir, puis m'arrêtai. Une dernière question brûlait sur mes lèvres, et je ne pus m'empêcher de la poser. « Dis-moi, Armand, pendant toutes ces années ensemble, est-ce que tu m'as aimé? Ne serait-ce qu'un peu ?» Il me regarda avec des yeux remplis de regret. « Honnêtement, je ne sais pas. Je pensais que oui. Mais maintenant, je me rends compte que je ne savais même pas ce qu'était l'amour. Je confondais confort et amour, habitude et amour, utilité et amour. Tu prenais soin de moi, tu rendais ma vie facile, et j'ai pris ça pour de l'amour. Mais l'amour véritable, je ne l'ai jamais donné, à personne, pas même à moi-même. C'était probablement la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Et étrangement, cette honnêteté brutale m'apporta une forme de closure que je ne savais pas avoir besoin. « Merci pour ta franchise », dis-je doucement. « Au moins maintenant, je sais que je n'ai pas imaginé tout ça. Adieu, Armand. » Je marchais vers la sortie du jardin sans me retourner. Derrière moi, j'entendis un sanglot étouffé, puis le silence. Je ne regardais pas en arrière. Je ne voulais pas voir ce qu'il était devenu, ni garder cette image dans ma mémoire. Il appartenait au passé, et le passé devait rester là où il était. Quand je revins à la boulangerie, Françoise me regarda avec inquiétude. « Tout va bien ?»« Oui » répondis-je, et pour la première fois, c'était vraiment vrai. « Tout va bien. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit dans mon petit studio, je regardais le plafond fissuré éclairé par la lueur orange du réverbère extérieur. J'avais revu Armand, j'avais entendu ses excuses, j'avais eu ma closure, et je réalisais quelque chose d'important. Je ne lui en voulais plus, non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je m'étais libérée de lui complètement. Son sort, ses regrets, sa souffrance ne me concernaient plus. Il avait fait ses choix, j'avais fait les miens,
et nos chemins s'étaient séparés définitivement. Je dormis profondément cette nuit-là, sans rêve, sans cauchemar. Et quand je me réveillais le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Un poids que je n'avais pas réalisé porter s'était envolé. J'étais vraiment libre. Les semaines suivantes furent étrangement légères, comme si l'affrontement avec Armand avait fermé définitivement un chapitre douloureux, me permettant enfin d'avancer sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Le printemps s'épanouissait pleinement à Valcroze du Sud. Les glycines grimpèrent sur les façades, les marchés débordèrent de cerises et de fraises des bois. L'air sentait la terre chaude et les fleurs, une odeur enivrante de renouveau qui semblait refléter ma propre renaissance. Françoise remarqua le changement en moi. Un matin, alors que nous préparions la première fournée ensemble, elle dit simplement « Tu rayonnes, Élise. Quelque chose a changé. J'ai fait la paix avec mon passé, répondis-je. Ou plutôt, j'ai accepté que certaines choses ne peuvent pas être réparées, seulement acceptées et laissées derrière. » Elle sourit, ce sourire sage de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour comprendre ces vérités simples mais profondes. C'est la vraie liberté, ça. Je reçus un appel inattendu de Margot. Elle était à Lyon pour une conférence médicale et voulait me voir. Nous nous retrouvâmes dans un café près de la gare. Elle me raconta sa vie à Toulouse, ses gardes épuisantes aux urgences, son petit ami architecte qu'elle envisageait d'épouser. Je lui parlais de ma vie à Valcroze du Sud, des petits bonheurs simples que j'avais découverts. Puis, inévitablement, la conversation dériva vers Armand. « Papa est venu te voir, » dit Margot. « Thomas te l'a dit ?»« Non, papa lui-même. Il m'a appelé complètement effondré. Il m'a raconté que tu avais refusé de lui parler, que tu avais tourné la page. Il pleurait au téléphone, maman. » Je sirotais mon café. « Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ?» Je suis en colère contre lui, mais je suis aussi triste pour lui, parce qu'il a tout détruit de ses propres mains. C'est normal d'être triste pour lui, c'est ton père, mais sa douleur ne doit pas devenir ta responsabilité. Margot me prit la main. « Et toi, maman? Tu es heureuse ?» La question me prit par surprise. Oui, je crois que oui. Pas tout le temps, pas sans difficulté, mais je suis en paix. Et c'est plus précieux que le bonheur superficiel. L'été arriva. La boulangerie n'avait jamais été aussi occupée. Françoise dut embaucher une aide supplémentaire, une jeune fille nommée Chloé qui rêvait de devenir pâtissière. Je pris Chloé sous mon aile, lui enseignant ce que Françoise m'avait appris. Un soir de juillet, alors que je fermais la boulangerie, un homme entra juste avant que je ne verrouille la porte. La cinquantaine, élégant mais décontracté, avec des cheveux poivre et sel et des yeux gris perçants. « Désolé, nous sommes fermés, » dis-je poliment. « Je sais, mais je me demandais si vous pourriez m'indiquer un bon restaurant dans le coin. Je viens d'arriver en ville. » Je lui recommandai quelques endroits. Il se présenta. « Je m'appelle Philippe Delorme. Je viens de m'installer ici. J'ai acheté la vieille propriété sur la colline, celle avec les oliviers. » « La Bastide des Oliviers ? Elle est abandonnée depuis des années. Plus maintenant. Je la rénove. Je suis architecte, donc c'est un projet passion. » Nous bavardâmes quelques minutes. Il me parla de son divorce récent, de sa décision de quitter Paris pour recommencer ailleurs. « Peut-être qu'on se reverra. Si vous êtes souvent à la boulangerie, je passerai prendre mon pain tous les matins. » Et effectivement, Philippe vint chaque matin. Il commandait une baguette et un croissant, bavardait quelques minutes, me posait des questions sur la ville. Ces conversations matinales devinrent un point lumineux dans ma routine. Philippe était intéressant, cultivé, drôle sans être envahissant. Un dimanche après-midi, je le croisais par hasard sur un sentier rural. Il promenait un chien de berger australien énergique. Nous marchâmes ensemble, la conversation coula naturellement. Philippe me parla de son ex-femme, une avocate brillante mais froide qu'il avait quittée. Il parlait sans amertume. « Et toi ?» demanda-t-il. Pour la première fois, je racontais mon histoire complètement. Armand, la loterie, le divorce brutal, ma reconstruction. Philippe écouta sans m'interrompre. « Tu sais ce qui me frappe dans ton histoire ? C'est ta force. Tu as pris une situation dévastatrice et tu l'as transformée en nouvelle vie. » Ces mots me touchèrent profondément. Les semaines suivantes,
Nous nous rapprochâmes progressivement. Des promenades le dimanche, des cafés occasionnels, des conversations qui duraient parfois des heures. Il m'invita à visiter la Bastide. Je fus émerveillé par la transformation. Ce qui avait été une ruine devenait une maison magnifique. Un jour, dit-il sur la terrasse, cette maison sera pleine de vie à nouveau. C'est ça mon rêve. Il me regarda intensément. Est-ce que tu pourrais imaginer faire partie de ce rêve ? Philippe, je tiens à toi, mais j'ai besoin de temps. J'ai passé presque 3 décennies à être défini par mon mariage. J'ai besoin de savoir qui je suis seule avant de pouvoir être quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. L'automne revint. Un soir d'octobre, je trouvai une enveloppe sous ma porte. À l'intérieur, une lettre manuscrite d'Armand. Il m'écrivait qu'il avait quitté Rochebrune-les-Amandiers, qu'il s'était installé à Grenoble, qu'il avait trouvé un emploi modeste dans un entrepôt. Il me remerciait pour toutes ces années, s'excusait sincèrement, reconnaissait que le problème avait toujours été lui. Il terminait en me souhaitant d'être heureuse. Je lus la lettre 2 fois. Je ne répondis pas. Je la rangeais simplement dans un tiroir, avec d'autres souvenirs du passé que je gardais sans les chérir. Les mois continuèrent. Ma relation avec Philippe évoluait lentement, prudemment. Nous étions devenus très proches, mais je n'étais pas encore prête à franchir certaines étapes. Il respectait mon rythme. Thomas se fiança. Margot termina sa résidence et obtint un excellent poste. Mes enfants s'épanouissaient et je regardais leur bonheur avec fierté. Un dimanche de mai, presque 3 ans après avoir quitté Rochebrune-les-Amandiers, je me promenais sur le sentier au-dessus de Valcroze du Sud. Les champs étaient couverts de coquelicots rouges. Le ciel était d'un bleu profond. Mon téléphone sonna. C'était Philippe. « Reste là, j'arrive. » Il me rejoignit, me montra des photos de la Bastide complètement rénovée. « C'est fini. 3 ans de travail. La maison est prête. »« Elle est belle, Philippe, vraiment belle. Viens la voir, pas juste en visite, viens passer la journée. Déjeune avec moi. » Le lendemain, je marchais jusqu'à la Bastide. Philippe avait préparé un déjeuner sous le grand chêne. Après le repas, il me fit visiter chaque pièce. Dans la chambre principale, il s'arrêta. « Élise, je vais être honnête. J'ai construit cette maison en pensant à nous. Je t'aime. Je t'aime pour qui tu es, pour ta force, ton honnêteté, ta gentillesse. Et je crois que nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble. »« Je t'aime aussi, » murmurai-je. J'avais peur de le reconnaître. Mais avec toi, c'est différent. Tu ne me demandes pas de me sacrifier. Tu me demandes juste d'être moi-même. Il me prit dans ses bras et pour la première fois depuis des décennies, je me sentis vraiment vue, vraiment valorisée, vraiment aimée. Nous ne précipitâmes rien. Je gardai mon studio pendant 6 mois, passant progressivement plus de temps à la Bastide. Thomas se maria en automne. Margot vint avec son fiancé. Nous étions tous réunis, une famille recomposée et heureuse. 5 ans après avoir quitté Rochebrune-les-Amandiers avec 2 valises et un cœur brisé, je me tenais sur la terrasse de la Bastide des Oliviers, regardant le coucher de soleil. Philippe était à mes côtés, sa main dans la mienne. « Tu es heureuse ?» demanda Philippe. Je réfléchis à la question. « Oui, je suis heureuse. » Et c'était vrai. Armand m'avait jeté quand il pensait avoir trouvé mieux. Il avait pris l'argent et avait cru que c'était son billet vers le bonheur. Mais il avait tout perdu. Pendant ce temps, moi qui avais été jeté comme une ordure, j'avais trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, la dignité, l'indépendance et un amour qui me valorisait. La vraie justice n'est pas la vengeance, c'est de vivre bien, de reconstruire, de prouver que la cruauté des autres ne peut pas nous définir. C'est de transformer la douleur en force, le rejet en renaissance. Armand avait gagné à la loterie et avait tout perdu. Moi, j'avais tout perdu et j'avais gagné à la vie. Et c'était une victoire que personne ne pourrait jamais me prendre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ce jour-là? Devant ces papiers de divorce posés sur la table où j'avais servi des milliers de repas préparés avec amour? Auriez-vous signé en silence comme je l'ai fait? Ou auriez-vous lutté pour récupérer ce qui vous appartenait légalement? Cette question me hante encore parfois, non pas parce que je regrette mon choix,
mais parce que je sais que chacune d'entre nous porte en elle une histoire semblable, une blessure qui ressemble à la mienne. Un moment où nous avons dû choisir entre notre dignité et notre survie. Votre histoire mérite d'être entendue autant que la mienne. Ce que j'ai appris au cours de ces 5 années, c'est qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise décision face à la trahison. Il n'y a que des choix qui nous permettent de continuer à nous regarder dans le miroir chaque matin. Certaines femmes auraient pris un avocat, auraient réclamé leur part, auraient combattu jusqu'au bout. D'autres, comme moi, ont simplement signé et sont partis, préférant la liberté à la bataille. Les 2 chemins demandent du courage. Les 2 chemins mènent quelque part. L'important n'est pas le chemin que vous choisissez, mais que vous ne permettiez jamais à personne de vous convaincre que vous ne valez rien. J'aimerais tellement savoir ce que cette histoire a éveillé en vous. Est-ce que mes mots ont touché quelque chose de profond dans votre cœur? Est-ce qu'ils ont fait remonter des souvenirs que vous pensiez avoir enterrés? Laissez-moi un commentaire en me racontant ce que vous avez ressenti et dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous en France, en Belgique, en Algérie, au Québec ou ailleurs dans ce monde qui nous unit par la langue et par ces expériences que nous partageons en silence depuis trop longtemps? Votre voix compte. Votre histoire compte. Et savoir que je ne suis pas seule dans ce combat donne un sens à tout ce que j'ai traversé. Si mon histoire vous a donné ne serait-ce qu'un peu d'espoir, si elle vous a rappelé que la fin d'un chapitre n'est jamais la fin du livre entier, alors je vous demande une dernière chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nous sommes nombreuses à avoir été jetées, humiliées, oubliées par ceux qui nous avaient promis l'amour éternel. Et nous sommes encore plus nombreuses à nous être relevées, à avoir reconstruit nos vies avec nos propres mains, à avoir prouvé que notre valeur ne dépend pas de ceux qui nous ont quittés, mais de ce que nous choisissons de devenir après leur départ. Votre présence ici, à m'écouter jusqu'à la fin, est déjà une victoire. Mais si vous partagez votre propre expérience dans les commentaires, si vous tendez la main à d'autres femmes qui traversent ce que nous avons traversé, alors nous créons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous créons une communauté de survivantes, de guerrières silencieuses, de femmes qui ont choisi la dignité plutôt que l'amertume. Alors je vous le demande du fond du cœur. Restez avec moi. Abonnez-vous. Commentez. Et ensemble, continuons à nous rappeler les unes aux autres que nous valons infiniment plus que ce que certains nous ont fait croire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci d'exister.